Salut. Salut! Aujourd'hui avec Madame Bovary de Gustave Flaubert, on va parler de ce qui est quasiment la marque de fabrique de cet auteur moustachu, c'est-à-dire l'ironie. L'ironie est un procédé par lequel on établit un décalage entre ce qui est dit et ce que l'on veut dire en réalité. Celui à qui est destiné le message peut décrypter son sens réel grâce à la connivence qu'il entretient avec celui qui l'émet et à des signes, à des indices non langagiers. Pour faire simple, on va prendre le degré zéro de l'ironie, à savoir l'antiphrase. L'antiphrase, c'est l'ironie par excellence. C'est celle à laquelle on pense quand on dit qu'on fait de l'ironie. C'est quand je dis le contraire de ce que je pense. Par exemple, bravo, utiliser son sèche-cheveux comme micro pour chanter dans son bain, mais quelle idée de génie, t'es un génie Claude, t'es un génie. Ici donc c'est bien une antiphrase, puisque je veux dire en réalité qu'il est complètement con, si c'est bien un accident. L'indice non engagé que je donne, c'est mon intonation, et la connivence que j'entretiens avec vous vient du fait qu'on sait, vous et moi, qu'il en est mort. S'il en est bien mort. La connivence vient d'une culture commune. Bref, tout ça pour dire que Flaubert, dans Madame Bovary, développe une ironie beaucoup plus fine que celle-là. C'est ce qui fait que beaucoup de gens passent à côté du génie et des vannes de ce bouquin. Il faut se dire que où qu'on soit dans le bouquin, à 2 ou 3 phrases près, on doit pouvoir imaginer l'auteur ricaner sous sa moustache touffue. L'ironie, chez Flaubert, vient en particulier d'une chose, l'énonciation. L'énonciation, c'est l'étude de la question qui parle, à qui, dans quel contexte. Or, à mesure qu'on lit le bouquin, on se rend compte que la majeure partie de l'ironie mise en place par Flaubert est articulée autour de cette question, qui est en train de parler? Quand je raconte une histoire, j'ai globalement 3 possibilités pour faire parler mes personnages. Tout d'abord, le discours direct. C'est lui qui constitue les dialogues, il est entre guillemets, et il est introduit par un verbe de pensée ou de parole. Par exemple, Paul dit « Maman, petit ours brun, il m'a encore coupé un doigt, il est attaché dans la cave !» Oh, petit ours brun est un coquin. Deuxièmement, le discours indirect. C'est une parole rapportée qui est complètement intégrée au discours de celui qui la transmet. Par exemple, Paul dit à sa mère que petit ours brun s'est encore déguisé en clown et l'a photographié pendant qu'il dormait. Et enfin, troisièmement, le discours indirect libre. C'est quand le discours direct, dans ce qu'il a de vivant, vient transparaître dans le discours indirect. Par exemple, Paul dit à sa maman que maintenant, petit ours brun le poursuit sur une moissonneuse-batteuse et que ça le fait plus trop rigoler. Petit ours brun est un coquin. C'est très frappant également dans Le Petit Nicolas. Maman m'a demandé si j'avais bien entendu ce qu'avait dit le docteur et qu'elle espérait que je serais très sage et très obéissant. Étonnant, non? Comment Flaubert joue-t-il alors sur l'énonciation pour mettre en place son ironie? Tout d'abord, il utilise le discours direct et indirect pour étaler de façon criante la connerie des personnages. Ça crée parfois des effets d'ironie tragique, c'est-à-dire que la parole du personnage prend pour nous une autre signification parce que nous savons des choses que lui ne sait pas. Par exemple, dans Madame Bovary, Charles passe tout le bouquin à conseiller à Emma d'aller passer du bon temps avec leurs bons amis Rodolphe et Léon, alors que moi, lecteur, je sais qu'elle se les tape. Dans sa tête, c'est gentil, mais moi, ça me donne envie de pleurer. Pauvre kleine Charles. Ou encore ce moment où le narrateur passe 3 pages à expliquer qu'Emma souffre d'un mal existentiel, qu'elle est en quête d'idéal, que ce monde trivial la blesse. Et la seule réaction de Charles, c'est de lui donner une pastille de valériane et lui dire que ça la détendra. Enfin, là où l'ironie de Flaubert est géniale, c'est dans le discours indirect libre. Le type maîtrise ça à un tel point qu'à chaque fois que le narrateur est en train de parler, il est presque jamais tout seul. Il y a toujours d'autres voix qui viennent se mêler à la sienne, et ça crée un décalage, une ironie. Par exemple, à la mort de la première femme de Charles, il s'y prend comme si, un instant, il donnait la parole à un voisin qu'on n'aurait rien à foutre. Elle était morte. Quel étonnement. Voilà, résultat, donner implicitement la parole à quelqu'un d'autre, ça permet de dire « elle meurt, et de toute façon, on s'en fout ». Par exemple, quand Emma tombe amoureuse de Léon, le narrateur utilise pour le décrire les mots pensés par Emma, mettant ainsi en avant le ridicule de cette fille qui répète toujours les mêmes clichés. Entre sa cravate et son cou, le col de la chemise, un peu lâche, laissait voir la peau. Un bout d'oreille dépassait sous une mèche de cheveux, et son grand œil bleu, levé vers les nuages, parut à Emma plus limpide et plus beau que ces lacs des montagnes où le ciel se mire. À l'époque, c'est un peu du niveau de ton père est un voleur, il a pris les étoiles du ciel pour le mettre. Have you prepared a speech? Salut, abonne-toi, STP. Ou alors le fais pas, si tu veux, on n'est pas ton chef. Tu peux aussi aller voir nos autres vidéos. Et en cadeau, encore un peu de Madame Bovary. Trop cool, pile ce que je voulais. Son langage à propos de tout était plein d'expressions idéales. Elle disait à son enfant « Ta colique est-elle passée, mon ange ?»